Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur les plateformes numériques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Je suis Elijah Bassil, étudiant en master information communication à l'USJ. Et moi, c'est Nour Maroun. Je suis étudiante en quatrième année d'ingénierie agroalimentaire. Nous sommes les co-rédacteurs en chef du journal des étudiants. Et nous sommes aujourd'hui en présence du révérend père recteur d'Akash, qui a pris de son temps pour répondre à quelques questions qui ont été posées par les étudiants de l'université sur les réseaux sociaux. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Je commence par la première question. L'USJ va bientôt fêter ses 150 ans. Cela fait un siècle et demi qu'elle fait face aux défis que traverse le pays et la région. Quelles sont vos perspectives pour les années à venir? Oui, bonjour, et merci d'être là, merci de poser des questions. Je vais saluer les personnes qui vont voir cette interview, si je peux dire. C'est vrai, c'est une bonne question, là, cette question 150 ans, parce que ça nous met pas simplement, disons, au cœur de l'histoire, mais ça nous fait aussi réfléchir sur l'avenir. Parce que un jubilé, bon, faire mémoire de ces 150 ans, c'est pas simplement, disons, rendre hommage à l'histoire et aux personnes qui ont fait cette université, que ce soit des laïcs ou bien des jésuites, qui ont accompagné la marche de l'université depuis 150 ans, 2025 en fait, on va fêter. Mais c'est en 1875 que l'université fut conçue et fondée. À vrai dire, lorsqu'on regarde un peu le temps des fondations, on voit que ça a été fait dans un contexte de défis. Et puis les défis ont continué, bien sûr. Les défis à ce moment-là, c'était Beyrouth qui était en train de naître. L'Église du Liban, les chrétiens du Liban et même les communautés du Liban qui étaient en train de se structurer, de se renforcer par l'éducation justement. Et c'est pourquoi, disons, c'est un temps important parce que c'était un temps de gestation et de fondation de beaucoup d'institutions éducatives au service du Liban, mais surtout pour les jésuites, lorsqu'ils ont fondé l'université, c'était pour deux raisons principales. Donner aux jeunes la possibilité de se faire leur avenir, d'avoir des spécialisations à un niveau supérieur. Et puis la deuxième, c'est aussi former une conscience nationale libanaise. Et c'est pourquoi, disons, c'était un temps de gestation aussi de l'idée du Liban qu'on connaît aujourd'hui. Donc, les défis ne manquaient pas, parce que c'était le temps de la Sarifia, c'était justement, disons, du point de vue économique, il y avait pas mal de demandes, de cadres, et c'est pourquoi, disons, l'université, dès le point de départ, a travaillé sur, disons, cette formation de cadres, que ce soit, disons, pour les communautés, pour l'Église du Liban, et aussi, lorsqu'elle a fondé la médecine, la faculté de médecine, c'était pour donner aussi au pays un corps de médecins capables d'éloigner, si je peux dire, ou de vaincre toutes les maladies qui se présentaient à ce moment-là. Donc voilà, c'était un temps de défis et les défis ont continué à travers les siècles. Ça, c'est évident. Là, regarder l'avenir, oui, il y a, comment, disons, préparer l'avenir, c'est en communauté qu'on va le faire. C'est pas, disons, le recteur tout seul. C'est une œuvre communautaire de l'université de son point de départ. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir ensemble comment, disons, continuer. L'important, je pense qu'il y a un élément ici très important. Premièrement, c'est la stabilité. Parce que une institution comme l'université, la nôtre, et toutes les universités, les institutions hospitalières aussi, sociales, ont besoin de stabilité pour qu'ils puissent, disons, assurer leur mission et la travailler comme il faut. Lorsqu'il n'y a pas de stabilité, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, on sent bien que, il y a le terrain qui lâche, quoi, quelque part. Donc, pour nous, aujourd'hui, se présenter en modèle de
stabilité et de confiance en nous-mêmes et en tant que communauté et dans les autres aussi, c'est un élément principal pour s'acquitter comme il faut de sa mission. Nous parlions des défis et des missions. Votre mandat a été renouvelé pour les 4 prochaines années. Quel bilan retenez-vous des années précédentes et quelles attentes pour les années à venir? C'est vrai, ça fait 11 ans, et c'est long. Quel bilan, sortir de ces 11 ans, je suis dans ma 11e année, donc 10 ans, disons. 10 ans de lutte, si je peux dire. Il y a un élément aussi, je pense, important, stratégique que j'ai vécu et que j'ai fait vivre peut-être, disons, à notre communauté, c'est que, disons, l'importance de l'étudiant, notre raison d'être dans cette marche de l'université. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience que l'étudiant, c'est pas un numéro, c'est pas, disons, quelqu'un qui vient comme ça, disons, passer quelque temps, mais c'est quelqu'un qui vient se former, qui cherche à parfaire sa personnalité et à être réellement, disons, une personnalité de ce temps, quoi, et pour affronter tous les défis et tous les problèmes qu'il peut rencontrer dans sa marche. Donc je pense que ça, c'est un élément important. Durant cette période, nous avons beaucoup travaillé aussi sur les ressources humaines, que ce soit les enseignants ou les employés, les fonctionnaires. Je pense que l'important dans tout ça, c'est de mettre je sais pas, disons, un brin de fraîcheur, de travail en commun, en équipe, d'être à l'écoute des uns et des autres. Avant de parler, construction, il y a un plan stratégique qui nous guide à l'université depuis maintenant 6-7 ans. Donc, et on continue, disons, suivant les données et les exigences de ce plan stratégique. Mais ce sont 2 éléments là, que ce soit l'étudiant, sa place, son rôle et sa mission. Être étudiant aujourd'hui, c'est une profession. Et c'est ce que, disons, on essaie de communiquer à nos étudiants pour qu'ils soient vraiment, disons, qu'ils prennent conscience de leur mission, de leur existence dans cette université et que nous, disons, en tant que responsables, que ce soit les étudiants, les fonctionnaires, tout le monde, soit au service de cette mission académique de l'université. Cette rentrée académique a marqué le retour au mode de travail en présentiel, Oui. après plus de 2 ans d'incertitude et de télétravail. Est-ce qu'après cette expérience, vous envisagez un mode hybride pour les années à venir ou est-ce que vous jugez que le mode d'enseignement en présentiel est quand même le plus efficace? C'est une bonne question parce que pendant 2 années, le campus était un campus virtuel que nous avons vécu nous tous. On était, disons, très impliqués pendant ces 2 années pour que ce campus virtuel ne soit pas simplement, disons, un mot passager, mais que vraiment, à travers, disons, ce campus, les étudiants qu'ils puissent apprendre et acquérir les compétences qu'il faut, et puis aussi les enseignants qu'ils puissent s'acquitter de leur mission d'enseigner. Je pense qu'on a fait beaucoup, et je voudrais rendre hommage que ce soit, disons, aux responsables du numérique et de l'enseignement en numérique qui ont fait beaucoup, qui ont donné vraiment de leur cœur et de leurs compétences pour réussir, disons, ce passage. Et puis aux enseignants aussi et aux étudiants qui ont joué le jeu. Quoique peut-être certains n'ont pas joué le jeu, malheureusement. Mais on a constaté ça après la fin de la pandémie, si je peux dire, par des examens présentiels. On a bien, disons, senti la différence entre des examens présentiels et des examens virtuels, où tout le monde n'a pas joué le jeu. Alors, est-ce que, disons, aujourd'hui, on va aller vers l'hybride? Oui, dans la mesure où, déjà, au niveau officiel du ministère, on nous permet de faire cela. Et deuxièmement, au vu aussi de nos besoins, les besoins de l'enseignement, et peut-être aussi, compte tenu de la situation économique et sociale que nous vivons aujourd'hui,
Mais les étudiants, dans leur grande majorité, si on fait, je pense, un petit sondage, préfèrent revenir, disons, au campus physique, quoi, et être à l'université. Déjà, il y a l'électricité 24 sur 24, si je peux dire. Il y a la connexion Internet qui fonctionne à un débit assez important. Tout cela fait que, bon, il y a un désir Mais, en fait, la question est à sa place parce que avant la pandémie, il y a eu tout un travail au niveau des enseignants dans le cadre de la pédagogie universitaire, afin de former nos enseignants à l'enseignement numérique. C'est déjà quelque chose. Et puis, nous avons tenté aussi notre chance de fabriquer, si je peux dire, des programmes MOOC destinés justement à l'enseignement numérique aussi. Et ça devrait continuer. Donc, nous avons une petite histoire déjà dans ce domaine-là. Alors, l'hybride, il y a déjà aujourd'hui de l'enseignement hybride qui se fait à l'université. Pas beaucoup peut-être, mais ça peut, disons, être plus, parce que c'est dans l'air du temps. Ça devient, disons, quelque chose de notre être intérieur, et l'apprenant et le jeune et tout le monde, l'enseignant, vivent, disons, dans leur existence le numérique comme une partie intégrante et non pas quelque chose de marginal qui vient s'ajouter. Ça fait partie de notre âme aujourd'hui que de travailler au niveau du virtuel. Donc, à ce niveau-là, oui, l'université va continuer à assurer quand même, disons, de l'enseignement hybride dans la mesure où, comme je l'ai dit, le ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur va nous permettre de le faire. Aujourd'hui, nous sommes en dehors de la loi. On a couvert les années précédentes par une loi numéro 165 qui a été votée par le Parlement. Et là, nous demandons est-ce que cette loi soit prolongée avec quelques modifications. Mais alors, l'hybride, c'est pas pour tout. C'est pas pour tout, c'est simplement pour tout ce qui est, disons, si je peux dire, théorique encore. Mais tout ce qui est travail d'application, de laboratoire, de présence à l'hôpital, pour les médecins, pour les jeunes, même les ingénieurs. Donc ça, tout cela, disons, nécessite une présence physique. Et les examens aussi, bien sûr. Les examens, d'après la loi, il faut que ce soit, disons, à l'université. Au même sujet, est-ce que vous envisagerez de mettre en place des formations complètement à distance, vu la montée de cette méthode d'enseignement de plus en plus prisée? Mais là, ça demande quand même, disons, toute une technique, tout un travail de préparation. Ce n'est pas, disons, si facile que ça. Ce n'est pas, disons, simplement l'enseignant qui est là, disons, devant son écran, qui donne son cours. C'est plus que ça. Il faut travailler, disons, l'enseignement en ligne comme il faut, afin de pouvoir vraiment assurer cette mission d'enseigner et d'apprendre du côté voilà. Donc oui, il y a ça, comme j'ai dit, disons, ça a commencé même avant la pandémie, et nous allons continuer dans ce chemin-là. Parce qu'il y a quelque chose d'important dans ce cadre-là. Il y a un mot qui est de plus en plus utilisé pour le futur des universités, c'est la transformation digitale. Ce n'est pas simplement l'enseignant, c'est l'ensemble, disons, du campus qui devient digital. L'université est un modèle, elle doit être un modèle pour la société et pour la vie économique et sociale. Et malgré nos problèmes aujourd'hui de tous bords, ce qui est le plus important, c'est d'assurer la survie de l'université. Cette question, disons, de l'enseignement en ligne, hybride, etc., ne nous échappe pas, parce que nous sommes quand même attentifs à cet aspect-là, parce que c'est la mission de l'université d'aller dans ce sens. Justement, nous parlons de la survie de l'USJ et des autres institutions éducatives au Liban. Quels sont les plus grands défis auxquels l'USJ fait face aujourd'hui? Les défis sont énormes, rien que le mazout. Commençons par les choses les plus simples.
Il faut assurer maintenant quelque chose comme 4 millions de dollars par année pour payer le mazout, tandis que il y a 3 ans, il y a 4 ans, on payait tout au plus, disons, 300 000, 400 000. Disons, la question économique et sociale, que ce soit pour l'université, que ce soit pour les étudiants, pour les familles, est un défi très, très important. Nous devons travailler ensemble. Et là, le terme solidarité qu'on répète dans cette université sans cesse doit jouer, parce que c'est ensemble que nous pourrons affronter, disons, cette situation très difficile que nous vivons au niveau économique, financier et social. Il ne faut pas oublier, dans ce cadre-là, le grand défi, c'est aussi de maintenir notre politique sociale de solidarité et de donner la possibilité à la moitié des étudiants de pouvoir continuer leur apprentissage, leur vie académique et universitaire, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens. Leur famille, aujourd'hui, il y a des familles, vous le savez mieux que moi, qui ont perdu tous les moyens qu'ils avaient. Donc là, c'est un défi important à continuer à assurer quand même, disons, l'aide qu'il faut à ces étudiants pour qu'ils puissent continuer leurs études sans trop de soucis et de problèmes. En fait, nos professeurs, il faut leur rendre hommage, surtout les cadrés, parce que dans leur grande majorité, sont restés là. Signe d'appartenance à l'institution et appartenance au Liban aussi. Donc il y a eu peut-être, disons, une trentaine, une quarantaine qui ont quitté. Le grand défi, c'est aussi, disons, le départ de nos jeunes diplômés aussi, qui sont obligés d'aller chercher du travail ailleurs, avec aujourd'hui quelque chose comme 40% de chômage au pays. Voilà, ça, ce sont des défis réels. Bon, il y a un défi aujourd'hui aussi, il faudra que je salue aussi les anglophones de l'université, parce qu'il y a une partie des étudiants aussi qui sont anglophones, c'est que au niveau libanais, il y a maintenant, disons, un saut qualitatif. Ce qui se fait, c'est que même à l'école, il y a plus d'apprenants en anglais qu'en français, et ça, c'est nouveau. Et donc, ça a des répercussions sur l'université aussi, qui doit suivre un peu le mouvement et assurer plus, disons, d'enseignement en langue anglaise. Nous sommes aujourd'hui à une dizaine de masters, peut-être un peu plus, une quinzaine de masters et une dizaine de bachelors en langue anglaise. Donc, ça, c'est un défi aussi de tous les jours, voir un peu comment, disons, accompagner ce mouvement. Voilà. Nous évoquons souvent l'excellence de la nation que prodigue l'USJ au Liban. Après la bourrasque du 4 août 2020, comment l'université va-t-elle contribuer par ses ressources humaines, ses qualités, ses enseignants, ses étudiants à la reconstruction d'un Liban peut-être exemplaire? Tout à fait. Disons que vous êtes gentil en disant bourrasque. C'est une explosion criminelle, ni plus ni moins, qui a tué 226 personnes jusqu'à maintenant et des milliers de blessés. Et malheureusement, personne n'en parle aujourd'hui, sauf les leurs. Nous aussi, on essaie quand même de tenir le cap et de dire, voilà, il y a eu quand même, disons, un événement très douloureux pour la nation, pour le Liban. Et nous avons une dizaine d'anciens. Parmi, disons, ces personnes. Il faudra saluer aussi tout le travail à ce moment-là qui a été fait au niveau de l'Hôtel-Dieu de France, parce que, comme vous le savez, c'est un CHU qui fait partie de notre famille du SJ. Et les médecins, les personnels soignants ont beaucoup travaillé, et pas simplement la nuit du 4, où ils ont accueilli quelque chose comme 700 à 800 personnes, mais aussi pendant le mois qui avait suivi et jusqu'à maintenant, il y a des gens qui viennent dans le centre de physiothérapie pour suivre des traitements. C'est une affaire très douloureuse pour le Liban. Alors, l'université, elle avait travaillé à ce moment-là pour aider les gens à reconstruire. Nous avons pu quand même, disons, reconstruire ou restaurer quelque chose comme 120 maisons ou appartements, ce n'est pas peu.
nous avons lancé un appel. Il fallait commencer par soi-même parce que l'université était très endommagée, l'hôpital aussi. Donc nous avons, en l'espace d'un mois, un mois et demi, c'était disons avant le 1er septembre, et le 1er septembre, l'université devait ouvrir ses portes. Donc on a pu le faire, mais à quel prix disons, des efforts, parce qu'on était abattus, on était fatigués, on tremblait encore de l'explosion, et il fallait reconstruire. Mais on l'a fait, et je pense qu'on a montré à ce moment-là, le 1er septembre, la prise des cours, qu'on est là, qu'on est debout, qu'il ne s'agit pas de baisser les bras et d'accuser quand même, disons, les effets dévastateurs de cette explosion. Alors aujourd'hui, nous avons un programme au niveau des institutions d'université qui s'appelle « Résister, repenser et penser de nouveau et reconstruire », qui s'adresse à tous les acteurs de l'université pour qu'ils puissent eux-mêmes, au niveau de chaque institution, avoir leur projet d'institution afin justement d'aider à cette reconstruction humaine et physique du Liban et de l'avenir du Liban. De plus en plus de jeunes étudiants s'intéressent à l'entrepreneuriat et aspirent à fonder leurs propres petites entreprises. L'université envisagerait-elle de nouveaux moyens d'encourager ces initiatives et d'aider les étudiants à booster leur visibilité? Oui, la première chose, c'est que maintenant le département, le service d'insertion professionnelle, introduit l'entrepreneuriat comme élément constitutif de sa mission. Vous voyez? Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà, je pense que ça fait au moins 5-6 ans qu'on parle d'entrepreneuriat. Il y a des projets, il y a des concours, il y a des formations. Je peux vous dire une chose, c'est que dans chaque institution de l'université, faculté ou école ou institut, il y a une formation à l'entrepreneuriat. C'est pour dire combien... L'une des dernières choses qu'on est en train de faire avec Beritech, parce que Beritech, c'est un peu, disons, notre référence. Et comme vous le savez, c'est une institution qui a été fondée par l'USJ. C'est une institution partenaire aujourd'hui qui fête justement, disons, ses 25 ans. Donc, la Beritech est un lieu très, très important pour aider les jeunes à construire leur petite entreprise et aller de l'avant. Donc, dans les 3 campus régionaux, il va y avoir maintenant des petits Beritech pour aider les jeunes à, justement, dans les régions, à aussi profiter de cette dynamique-là. En plus, disons, ici, Beritech est présente dans certaines institutions avec, disons, le service d'insertion professionnelle pour, justement, aider dans ce sens-là et former les jeunes à l'entreprise et à la gestion de leur propre entreprise. Ça, c'est un fait, oui. Avec l'essor de l'ère digitale et les nombreux nouveaux moyens de communication, l'histoire du pays et la richesse du Liban est en train d'être de plus en plus connue par la jeunesse à travers le monde. Est-ce que l'USJ est prête et équipée à accueillir de plus en plus de nouveaux étudiants internationaux si jamais le nombre de personnes augmente à travers les années? Oui, vous nous devancez un peu dans votre question parce que dans le dernier conseil de l'université, nous avons parlé de cela. Et nous avons monté une unité avec, disons, le service, le vice-rectorat aux relations internationales, justement pour réfléchir comment attirer des jeunes du monde tout entier à l'université ici. Avant la crise, on avait des bourses, une dizaine, une quinzaine de bourses internationales, parce que la mobilité internationale aujourd'hui, c'est un fait. Les universités dans le monde ont généralement un pourcentage assez important de leurs étudiants qui sont des étrangers, qui viennent d'autres nations. Et nous, pourquoi pas? Bon, il y a la situation particulière du Liban, un peu d'insécurité, un peu de crise, un peu de problèmes, etc. Avant la crise, nous avions facilement 300 à 350 étudiants par année qui venaient pour la mobilité, dans le cadre de la mobilité. C'était la mobilité entrante. Et il y avait la mobilité aussi sortante.
Au début, lorsque je suis arrivé, il y avait peut-être 4 ou 5 étudiants qui allaient faire une partie de leurs études en dehors. Là, aujourd'hui, tout juste avant la crise, on avait à peu près 200 par année qui y allaient. Donc on a beaucoup encouragé cela et disons de point de vue mobilité entrante, on était à 350. Cette année-ci, on constate qu'il y a une vingtaine d'étudiants qui sont venus s'insérer et faire leur diplôme ici et pas simplement des échanges. Ce qui nous a fait penser justement, et la question est à sa place, comment encourager, comment promouvoir disons, cette mobilité et cette insertion, cette intégration de jeunes qui viendraient, disons, comme dans d'autres universités internationales, faire leurs études chez nous. Voilà, ça c'est un élément, oui. Je pense que c'est un enrichissement pour l'université, pour les jeunes Libanais, pour vous aussi, d'accueillir, d'avoir parmi eux aussi, disons, des jeunes d'autres. C'est pas toujours facile parce qu'il y a, disons, le déplacement, si je peux dire, culturel qui se fait, les problèmes d'insertion sur place, la question de la sécurité aussi. Aujourd'hui, c'est un projet vraiment fort pour nous, c'est de donner la possibilité à des étudiants d'autres, disons, nations venir chez nous faire leurs études. Il y a aussi, disons, une mission de l'université qui a commencé à Dubaï, qui est un campus qui est en action, qui est là, et il y a aussi l'idée d'autres campus peut-être, disons, en dehors, je ne vais pas, disons, anticiper, mais il y a, disons, sérieusement, disons, maintenant, une installation en dehors aussi du Liban pour l'ESJ. J'espère que cela va se concrétiser assez prochainement. Comment trouvez-vous la dynamique des étudiants et leur engagement citoyen dans le pays avec les organisations non gouvernementales au service de la population et quels conseils leur donneriez-vous à ce propos? Oui, c'est une bonne question, importante et exigeante aussi en même temps, parce que l'une des lignes directrices la formation qui se donne dans cette université, c'est la formation à la citoyenneté. Et je sais qu'il y a facilement 20%, c'est d'après un sondage qui a été fait parmi les étudiants, 20% de nos étudiants qui sont impliqués, sinon plus, 25% peut-être, dans des actions volontaires, dans le volontariat, dans le bénévolat. Et ça, c'est à encourager. Il y a aussi, disons, si on veut aller plus loin, l'engagement dans une formation à la citoyenneté, ou bien, disons, l'engagement citoyen tout simple et social, ça fait partie de nos soucis depuis longtemps, comme je viens de le dire. Il y a même, disons, dans le bulletin de chaque étudiant, il y a ce qu'on appelle des crédits supplémentaires qui sont pris en charge par l'université, qui donnent, disons, du poids. Il y a 4 crédits, je pense, 2 crédits en fait, 2 crédits qui, veulent donner, je pense, une importance quand même, disons, à cet engagement-là. Donc, pour l'université, c'est une affaire qui n'est pas du tout marginale. C'est au cœur de sa mission que de former des citoyens et des citoyens qui respectent la constitution libanaise, des citoyens mondiaux aussi, parce qu'il y a pas mal de gens qui quittent l'université, avec leur diplôme pour aller ailleurs. Donc, c'est un souci pour nous que chaque étudiant sache comment se comporter civiquement et civilement, et dans un monde multiculturel, dans un monde qui change en permanence, un monde politiquement aussi instable. Donc, donner, disons, à chaque étudiant la capacité de se situer et de savoir comment agir en respectant l'autre et en demandant le respect pour lui-même, dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle de nos devoirs et de nos aussi droits, de notre liberté aussi d'action, de nos valeurs. Donc tout cela est important pour nous et vraiment une exigence
disons, très réelle et importante de notre formation à l'université. Je ne peux pas séparer vraiment l'idée de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth sans, disons, cette mission de formation à la citoyenneté. Et c'est pourquoi, j'espère, à partir de février prochain, nous allons lancer l'Académie de la formation, et ça c'est un scoop pour les co-recteurs en chef de Campus J, c'est l'Académie de formation à la citoyenneté qui va former des cadres, des personnes engagées et qui ont un bagage intellectuel, et qui ont une vision de ce qu'est la citoyenneté et qui connaissent comment agir et aider les autres aussi à agir en fonction des exigences d'une bonne citoyenneté libanaise et mondiale. Donc à ce niveau-là, l'université, elle est pleinement, disons, dans cette question qui est une interpellation pour nous, qui est une mission en soi. Voilà. Dernière question avant de conclure cet entretien. Comment persister au Liban alors que tout semble détruit et qu'aucun espoir n'est en vue? Est-ce que vous auriez un message pour les jeunes? Oui, c'est toujours, disons, un peu théorique, peut-être sentimental, peut-être émotif que de parler de cela. Bon, mais nous donnons l'exemple. L'université donne l'exemple. Je pense qu'à partir de son recteur, de toute la communauté des enseignants, du personnel administratif, logistique, etc., nous avons pris la décision, nous ne sommes pas les seuls, mais je pense, nous, parce que nous souffrons, plus que les autres peut-être, de rester ici, de demeurer sur place, d'être debout, de penser, d'agir, d'interagir, de communiquer entre nous. Et c'est pas rien que le Times Higher Education pour l'année 2020, 2021, elle nous a accordé the best workplace of the year. Donc ça signifie que dans cette université, il y a quand même une âme qui est là, à travers des gestes, à travers une communication, à travers des personnes, à travers des visages, qui continuent à œuvrer pour justement, disons, la renaissance de notre pays et pour continuer notre mission aussi. Et pour que, comme je l'ai dit au point de départ, c'était pour armer la jeunesse de capacités et de compétences pour qu'elle continue et pour qu'elle soit vraiment apte à être au service du pays et de la construction du pays, de la région et même, disons, au niveau international aussi. Et ça, disons, c'est un point fort, c'est un des points forts, disons, que l'université a assuré durant son histoire. C'est de former des acteurs, des capacités, des compétences, vraiment, je ne veux pas dire hors commun, mais bien avancées, qui ont été au service vraiment de la reconstruction des pays et aussi des valeurs de justice, de bonté, de liberté. Tout cela fait partie de l'âme de cette université. Voilà. À l'issue de cette entrevue, je tiens à vous remercier en mon nom et au nom de ma collègue Nour et de toute l'équipe de Campus J. Je tiens à remercier également le service de la vie étudiante qui a organisé cet entretien et toute l'équipe technique. Restez avec nous sur nos plateformes numériques pour davantage de contenu sur l'université et merci beaucoup de votre attention. À très bientôt.